On poursuit ce Lex Inside et on va s'intéresser au projet de loi de finances 2025 et aux mesures touchant les entreprises avec mon invité Jean-François Defude, associé chez Delsol Avocats. Jean-François, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, le projet de loi de finances est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. On va s'intéresser aux mesures qui touchent les entreprises. Quelles sont les principales mesures qui intéressent les entreprises aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, on est en cours de discussion sur le projet de loi de finances qui a été présenté par le gouvernement assez récemment, il faut le noter, puisque la présentation a été faite le 10 octobre dernier, donc finalement avec peu de temps pour en débattre. Et force est de constater qu'on est quand même dans un contexte assez contraignant, que ce soit sur le plan politique et le Tout à plan fait. économique. Alors il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, et évidemment, on va toucher tout type d'impôts et tout type de contribuables. Ça peut concerner les personnes physiques comme les sociétés, et plus particulièrement pour les sociétés, on va avoir la mise en place, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, de contributions exceptionnelles, des sujets qui concernent la fiscalité internationale aussi, avec des commentaires complémentaires sur l'impôt minimum mondial de 15%. On va avoir des sujets sur la CVAE, on va avoir des sujets sur des opérations de haut de bilan, D'accord. des augmentations de capital, réduction de capital, des précisions qui ont été apportées. Et puis le dernier point qu'il faut mettre en avant aussi, c'est des sujets concernant le contrôle. Le Bien contrôle sûr. fiscal, on a toujours des dispositions qui concernent le contrôle dans les lois de finances. Et là, en l'occurrence, notamment des obligations déclaratives complémentaires, en tout cas plus élargies en ce qui concerne les dispositions d'Axis, pardon. Ce sont les dispositions qui concernent les dispositifs transfrontaliers considérés comme agressifs qu'on doit déclarer à l'administration fiscale. Et puis également sur certains secteurs d'activité particuliers, comme les plateformes numériques D'accord. ou les crypto-monnaies. Voilà principalement les mesures qui vont concerner les entreprises. Et bien entendu, il y en a à côté, notamment pour les chefs d'entreprise qui sont aussi impactantes. Alors, on va s'intéresser à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. C'est une des mesures phares du gouvernement. Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, c'est une mesure phare. Mesure phare pour moi pour deux raisons principalement. Premièrement, dans la symbolique, puisqu'on va aller toucher quand même les résultats des grandes entreprises. Bien sûr. Et puis également phare parce que dans le plan de redressement des finances publiques qui est présenté par le gouvernement, cette mesure représente à minima 8 milliards la première année et 4 milliards la seconde année. Alors effectivement, comment ça va marcher? Le premier point, c'est que cette disposition va être limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le projet qui a été présenté par le gouvernement, cette disposition ne s'appliquera que pour l'exercice clos à partir du 31-12-2024 et l'exercice suivant, c'est-à-dire D'accord. qu'on aura un impact sur deux exercices. Imaginons que je clôture au 31-12-2024, je paierai cette contribution sur mes résultats au titre de 31-12-2024, puis au titre de 31-12-2025, et après, normalement, la contribution devrait disparaître. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est comme pour tout impôt, ça concerne qui? Bien sûr. Quelle est la base, le taux et l'exigibilité, qui sont les caractéristiques d'un impôt. Alors, ça Alors, donne quoi? qui ça concerne? Ça concerne les grandes entreprises, puisque c'est les entreprises qui vont réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros en France, D'accord. avec des règles particulières s'il y a une intégration fiscale ou pas, mais c'est l'idée de grandeur qu'il faut retenir. En ce qui concerne la base, c'est une contribution, donc ça va s'appliquer sur l'impôt sur les sociétés payé par les sociétés concernées par le dispositif. D'accord? D'accord. Donc c'est l'impôt payé quel que soit le taux, 25, 19, 15, même 10% pour la propriété intellectuelle. Bien sûr, avant crédit et réduction d'impôt, et ça constituera la base en fait d'imposition pour la contribution. Sera appliqué ensuite un taux, et ce taux sera fonction en fait de deux critères. Un premier critère, c'est la taille de la société, et le deuxième critère, c'est l'exercice concerné. D'accord. Pour faire simple, on va avoir les sociétés qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et 3 milliards, pour lesquelles la première année, le taux appliqué sera de 20,6%, et puis la deuxième année de 10,3%. Et quand la société dépassera 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le taux sera double, ce sera 41,2%, et puis la deuxième année, 20,6%. D'accord. Juste pour faire le parallèle, un taux de 41,2% sur l'IS payé par une société, en fait, ramènerait mathématiquement son taux effectif d'imposition à l'IS à plus de 36%. Ça, D'accord. c'est une donnée qui est intéressante. négligeable. On a à la base le taux, l'exigibilité. Je vais effectivement payer cet impôt au moment de la liquidation de l'IS, c'est-à-dire le 15 du cinquième mois qui suit en fait la date de clôture, 31-12-2024, ça sera au 15 mai. D'accord. Pas déductible, donc à réintégrer fiscalement, extra-comptablement. Alors, une autre mesure phare, c'est le report de la suppression de la CVAE. Alors, sur le report de la suppression de la CVAE, eh ben, on retrouve le même dispositif qu'on a eu dans la loi de finances pour 2024, c'est-à-dire qu'au départ,
La volonté des précédents gouvernements, c'était de supprimer la CVAE au titre de 2024. Puis ça a été repoussé en 2027 dans la loi de finances pour 2024. Et là, c'est repoussé une nouvelle fois de 3 ans pour aller jusqu'en 2030. Sachant que tous les mécanismes qui sont associés autour de la CVAE, baisse de taux l'avant-dernière année, puis la dernière année, évidemment, tout est repoussé de 3 ans, c'est-à-dire que ça embarque en fait tout le mécanisme 3 ans plus tard. Alors, il y a un certain nombre de mesures spécifiques à certains secteurs. Je pense également à l'agriculture. Pouvez-vous nous en parler? Alors, l'agriculture, c'est intéressant parce que quand on regarde le projet de loi de finances, on a quand même énormément de mesures en termes de nombre. D'accord? Et on ne va pas toutes les détailler, évidemment, mais je pense qu'il y a 4 grandes catégories pour l'agriculture. On peut les catégoriser en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est faciliter la transmission auprès des jeunes agriculteurs. La définition juridique du jeune agriculteur, en fait, évolue un petit peu pour savoir qui est jeune et pas jeune. Ce n'est pas quelqu'un qui est jeune, mais c'est évidemment quelqu'un qui a une première activité ou une première acquisition. Bien sûr. Il y a, donc, dans le cadre de cette transmission, tous les dispositifs d'exonération de plus-value pour le cédant sont aménagés et élargis. Ça peut concerner exonération en fonction du chiffre d'affaires, exonération pour départ à la retraite ou exonération en fonction de la valeur des actifs cédés. D'accord? Ça, c'est le premier point. Un deuxième point va concerner quelques dépenses qui deviendront déductibles. On pense aux dépenses pour épargne de précaution. D'accord. Pour faire face aux aléas climatiques ou sanitaires. Et puis, très spécifique, les dépenses liées à l'augmentation de valeur des stocks de vaches. Mais là, on est vraiment sur un point particulier. Troisième point, troisième catégorie, c'est taxes foncières. Les agriculteurs bénéficient sur les propriétés non bâties d'un abattement sur les terres agricoles, principalement. Cet abattement va passer de 20 à 30%. Et le dernier point, c'est le régime d'imposition auquel ils peuvent prétendre, puisque les seuils pour bénéficier du micro-BA, du régime simplifié ou du régime réel normal, en fait, évoluent. Et je peux donner un exemple, pour les groupements agricoles, le seuil pour bénéficier en fait du micro-bénéfice agricole va passer de un peu plus de 91 000 à 120 000 euros. Bon, on voit qu'il y a des mesures importantes qui concernent les agriculteurs. Intéressons-nous maintenant aux TPE-PME. Quelles sont les mesures spécifiques qui sont contenues dans le projet de loi de finances? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de mesures spécifiques pour les TPE-PME, puisqu'évidemment, il n'y a pas de disposition qui les concerne directement et exclusivement ce type de société. Par contre, bien évidemment, elles vont être soumises aux contraintes d'application générale. On parlait tout à l'heure du report de la suppression de la CVAE, alors, principalement pour les PME, compte tenu des seuils d'imposition. On peut parler du malus automobile, on peut parler de la TVA si la société ne peut pas récupérer la TVA, l'augmentation de la TVA par exemple sur les abonnements énergie. Donc tout ça, bien sûr, ça va les impacter. Et je crois que le dernier point qui est intéressant, c'est ce qu'il y a, mais surtout ce qu'il n'y a pas. Je donnerai juste un exemple. Il y a un dispositif qui intéresse particulièrement mes clients PME, c'est le crédit d'impôt innovation. Parce que c'est un dérivé en fait du crédit impôt recherche, mais finalement qui est plus souple et qui s'adresse plus à ce type de société. Ce crédit d'impôt en fait est aujourd'hui applicable pour toutes les dépenses engagées jusqu'au 31/12/2024 et malheureusement il n'a pas été reporté. Donc on voit qu'indirectement il y a quelques mesures qui les touchent quand même tout particulièrement. Alors peut-être pour finir, quelles sont les mesures prévues sur les rachats d'actions par les grandes entreprises? Alors là, effectivement, on a encore une mesure qui est ciblée, qui est fléchée vers les grandes entreprises et qui va concerner une opération un peu particulière qui est réalisée par ces entreprises. C'est le rachat d'actions par la société elle-même, de ses propres actions, puis une réduction de capital à hauteur des actions autodétenues. D'accord. Ça, c'est un mécanisme qui leur permet d'avoir des avantages principalement économiques. Et là, le gouvernement a mis en place une nouvelle taxe. Et cette nouvelle taxe va être appliquée en fait lors de la réalisation de ces opérations. Alors encore une fois, qui est concerné? La base, le taux d'éligibilité, plus d'1 milliard d'euros. La base, c'est la valeur de réduction de capital plus une fraction des primes d'action. Le taux, 8%. Et l'éligibilité, le mois suivant le mois de réalisation de l'opération, puisque ce sera déclaré sur les déclarations TVA. Très bien, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais je vous en prie.